Alors vous Alors, m'entendez bah bien, bonjour, messieurs? Bonjour, bonjour Thomas. Ouais, Alors, salut. moi c'est Bouffe. et moi c'est Loïc. Salut Pouf. Salut Loïc. J'ai envie de dire, on va juste te laisser te présenter rapidement et puis dire ce que tu fais, puis après ensuite on... On va échanger une Voilà, conversation comme si on prenait un goûter ensemble, quoi. c'est ça? Bon, il n'y a pas de Superbe, goûter, mais... ça roule. Alors salut les gars et salut aux internautes. Moi c'est Thomas de Commit Strip et je suis le fondateur et le scénariste et je ne suis pas le dessinateur. Le dessinateur actuellement il est en train de faire un footing, donc peut-être qu'il peut nous rejoindre après, mais voilà. Et en tout cas Commit Strip c'est un blog bien connu des codeurs et des développeurs. Alors si vous n'êtes pas développeur ni codeur, ben, vous pouvez quand même découvrir le blog parce que je pense que la plupart des gens qui connaissent un petit peu l'informatique, ils retrouveront des blagues qui les fera marrer, il n'y a pas de problème. Mais à la base, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 4 ans, moi je travaille en agence, j'ai monté mon agence web et social media, et j'ai lancé un blog qui raconte la vie des codeurs et des développeurs web. Et donc le petit blog est devenu un petit peu plus grand aujourd'hui, et donc nous voilà, voilà à raconter chaque jour une anecdote et une strip sur les codeurs. Voilà, en 2 mots. Ok. Et du coup, en termes de production, donc toi tu t'occupes du coup tu t'occupes de la partie scénario et Yes. t'es un dessinateur. Et en termes de pour produire ça, en fait vous sortez des strips qui vont du lundi au vendredi inclus. Et Ouais, c'est ça. d'un point de vue technique, c'est quand même pas, ça va être quand même pas mal de boulot. Comment est-ce que vous gérez ça? Ouais, effectivement. Alors, il se trouve que c'est un peu comme un média en fait. C'est-à-dire que chaque jour, on le fait chaque jour. Parce qu'on pourrait essayer de le faire à l'avance, essayer de préparer des strips à l'avance. On a déjà essayé, mais c'est quand même un exercice assez difficile parce que c'est un exercice d'abord créatif. Il faut essayer de, il faut trouver une blague drôle tous les jours, enfin une blague ou au moins Hmm. un sujet de strip qui serait intéressant. Et en avoir 5 d'un coup, par exemple, si je voulais le faire par exemple une fois par semaine, bah c'est trop délicat. Donc du coup, comment ça se passe concrètement? C'est que en réalité, moi je réfléchis à une idée du jour et ça veut dire que bah, je vais prendre soit des anecdotes de mon agence, de mes codeurs, de mes collègues, confrères, voilà, et je vais la mettre sous forme de blague. Soit il y a des gens qui m'envoient des idées des fois, effectivement. Donc du coup là, elles sont pas toujours drôles, mais c'est toujours un terreau sympa pour réfléchir. Du coup, j'ai une longue liste d'idées de gens qui nous ont proposé des retours, des anecdotes. Du coup, on s'en sert. Et sinon, c'est aussi l'actualité. C'est-à-dire on fouille un petit peu l'actualité. Et s'il y a des anecdotes sympas sur le code, mais même sur l'astronomie, sur la physique, la science, ben des fois, on s'en sert pour en faire une petite anecdote. Donc ça, c'est effectivement chaque jour, on va dire à la pause de midi, en gros. Et là, je donne l'idée à Étienne, le dessinateur qui lui est pratiquement full time en fait sur Commit Strip, hein. Pour Ah, moi, c'est pas full time, j'y passe allez, une heure par jour à écrire, à mettre en scène, des fois un petit peu plus, hein, ça dépend. Des fois l'inspiration elle vient vite, des fois ça prend du temps. Mais au final, on finit toujours par trouver une idée parce on a quand même quelques idées de secours. Et du coup, bah, chaque jour, voilà, vers 14 heures, je donne l'idée à Étienne. Et là, Étienne se met au travail, donc tablette graphique Cintiq, voilà, il dessine directement. Et à 18h30 précise, on excellent. finalise le texte et on l'envoie à la traduction. Donc on a un traducteur, donc un anglais, un franco-anglais, qui traduit en anglais. Et à 19h, 19h30, 20h, selon les journées, ben, on met en ligne. Donc c'est comme un média, hein, mais Hmm. voilà, une petite échelle, mais voilà, c'est en flux tendu tous les jours. Et donc on traduit en anglais parce qu'aujourd'hui, Commit Strip, c'est près de 300 000 visiteurs uniques par mois, donc ça commence à être une audience sympa. Et donc à 60% en anglophone en réalité. Donc bon, on est bien installé en France, mais voilà, on se développe notamment aux US bien sûr, mais aussi en Asie où il y a beaucoup de codeurs. D'accord. Voilà.
Voilà, les secrets de fabrication. D'accord. Et du coup, toi, quand t'as une idée, par exemple le midi, tu vas juste mettre du texte derrière ou tu vas peut-être imaginer avec tes talents de dessinateur propres à toi-même, d'imaginer toi-même les cases ou les trucs comme ça, ou tu laisses tout Étienne Eh faire? ouais, alors c'est ça. Alors pour ceux qui, alors, je sais pas vous les gars, si vous faites un petit peu de BD ou de comics à vos heures perdues ou si Ouais. vous en avez déjà fait, mais il y a déjà un vrai travail. L'idée ne suffit pas. Il y a un travail de mise en scène bien sûr, Bah oui, c'est ça, ouais. parce que vous pouvez imaginer là en fait nous ça fait presque 4 ans qu'on le fait. On a 800 plus de 800 strips en ligne. Je me suis dit que le jour où j'aurais fait 1000 strips, ce sera un sacré achievement. Mais du coup, là, on en est à 800 et vous pouvez bien imaginer que en réalité, on a traité des thèmes, plusieurs thèmes, plusieurs fois le même thème. Euh, Mm. Au hasard, la mise en production du vendredi, le stagiaire codeur, le chef de projet qui n'y connaît rien. Le rover de Mars. euh, voilà, le rover de Mars, on en est à notre 10e petite anecdote sur Curiosity. Donc voilà, en fait, on peut vraiment traiter un sujet de façon différente. C'est pour ça que des fois, on va me dire, bah tiens, anecdote, j'ai un chef de projet qui n'a pas compris les timestamps. Voilà, les timestamps, les codeurs savent ce que c'est bref un outil pour coder le temps, la gestion du temps dans les applications. Et la gestion par exemple des timestamps, bah, c'est un sujet qu'on a déjà utilisé 3, 4, 5 fois et qui à chaque fois a été traité sous un angle différent. Donc, et là, c'est vrai que d'abord, t'as l'idée, t'as le concept de la vanne, et là, faut la mettre en scène. Puisque comme vous le savez, Comic Strip, c'est souvent 4 cases. C'est une blague à chute, souvent comme les webcomics comme ça. C'est 3 cases qui amènent la blague, et la quatrième, contre-pied, chute ou conclusion. Et du coup, toute l'idée, c'est à la fois de trouver la vanne, mais ensuite de la mettre en scène. Et des fois, cette mise en scène, eh ben, elle est vraiment géniale. On est vraiment content. Et des fois, bah, on est qu'à moitié satisfait. Mais bon, comme il est 15 heures, bah, il faut envoyer, donc on envoie. Donc il y a vraiment un travail d'abord effectivement de mise en scène. Et ça, moi je donne l'idée parce que c'est moi un peu le codeur. En réalité, moi je suis codeur, je suis développeur. Mais Étienne, l'illustrateur, n'est pas du tout un geek. Quand je lui donne les textes, il comprend pas forcément grand chose. Bon, maintenant, à force, après 800 strips, il connaît bien. Mais à la base, c'est pas un geek lui. Et du coup, je lui explique et tout. Et il m'aide à la mise en scène, par contre. Il me dit, bah tiens, là, on pourrait faire cet angle-là et autres. Et donc, lui, en vraiment très peu de temps, au final, il draft. Il draft sur sa tablette. Et après, si on est OK, il met en couleur, il finalise. Et ça en quelques heures. Hein. Donc, c'est au final assez rapide. Mais c'est ce que j'avais demandé. Toi, du coup, à la base, t'es codeur et t'avais pas forcément de notion de mise en scène. Par contre, lui, en dessinateur, il avait déjà fait de la BD avant ou pas du tout? Tout à fait. Bah, en fait, lui, c'est vraiment un artiste qui a fait les beaux-arts et qui a participé à des tas de choses. Alors, pas forcément que dans la BD, mais du coup, Ouais. Étienne, c'est un artiste assez éclectique. Donc, mais en tous les cas, à la base, il avait aussi un blog plutôt dessin de presse, en fait. Et finalement, Comic Strip a un aspect Ah, ça se ressemble, aussi ouais. dessin de presse, parce que quand on rebondit sur l'actualité, bon, on le fait sous la forme de 4 cases, des fois on fait qu'une seule case. Mm. Bref, au final, l'important c'est de savoir saisir un moment, et du coup, Étienne a apporté, c'est clair, son expertise quand même de mise en scène. Et c'est vrai que souvent, c'est lui qui trouve vraiment, c'est comme un metteur en scène de film ou un réalisateur, il faut choisir où on place la caméra, en fait. Et des fois, il y a des plans qui, en dessous du personnage ou au-dessus, à gauche, ou des gros, voilà. Ça, il faut y penser pour rendre le dessin plus presque filmique. Et là, c'est ça qui des fois est vraiment sympa, quoi, de trouver les bons angles, la bonne mise en scène. D'accord. Donc, et donc ça, on le fait tous les deux. Voilà. Et depuis 4 ans. Pardon? Depuis 4 ans. Depuis, pardon? 4 ans. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans, voilà, pardon, effectivement. Depuis 4 ans, alors en réalité, ce qui est marrant, c'est qu'on a trouvé à la base, je me souviens très bien comment on a créé ça, du coup c'est l'occasion de revenir un petit peu sur l'historique, mais du coup, moi je cherchais à l'époque une façon de faire un petit peu parler de ce qu'on faisait nous, de nos anecdotes,
ce qui nous, vraiment de ce qui nous arrivait tout le temps au bureau, parce que les codeurs et les développeurs, notamment ceux qui bossent en agence, mais même ceux qui bossent chez des annonceurs ou des éditeurs, bah, vraiment au quotidien il y a toujours des tas d'anecdotes et on voulait je voulais les mettre en scène et donc moi j'ai appelé finalement Étienne qui est freelance, qui à la base qui était freelance illustrateur. Je lui ai dit bah tiens j'ai un projet sympa et du coup bah, à la base, voilà, ce sera limite pas rémunéré, mais l'idée c'est de faire, voilà, de mettre en scène ces blagues. Et du coup, Étienne dit, ok, banco. Alors, on se voit donc c'était en 2012, janvier 2012, donc à Lyon. Et là, d'ailleurs, moi, je vous appelle de Lyon, et donc c'est là qu'est né Comic Strip, et en fait, c'est là que on le fait toujours. Mais du coup. Eh bien, à ce moment-là, avec Étienne, bah, je lui propose de créer des personnages. Donc là, on a créé le codeur, le sysadmin, le CTO, le designer et le chef de projet, qui sont les personnages récurrents. Alors même si le personnage principal, ça reste le codeur, avec le sysadmin qui a pris un peu de place, qui est sympa. Et du coup, bah, au début, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que on a tout laissé en ligne et un peu comme si on regarde les Simpsons, et ben les tout premiers épisodes, les tout premières BD sont pas dessinés pareil. Et on voit bien le trait s'affiner. Et ça c'est l'eau de beaucoup de bandes dessinées. Ouais, c'est marrant ça. Du coup, si vous regardiez bah, ça sur Comic Strip, les premiers dessins, Etienne, il en est pas du tout satisfait, mais du coup, moi, j'aime bien quand même les laisser en ligne parce que c'est l'histoire. Et à l'époque, d'ailleurs, on s'appelait pas Comic Strip, on s'appelait We Are Coders. Donc, bien sûr, le nom était sympa aussi, mais un petit peu moins, on va dire. C'était un nom un petit peu moins fort, voilà, un peu plus presque neutre, We Are Coders, voilà. Alors que, et puis du coup, on a constaté qu'il y avait certaines personnes qui avaient ce nom-là. Alors, mais alors, il y a une anecdote qui est rigolote, c'est que du coup, We Are Coders n'était pas référencé. On avait beau taper We Are Coders dans Google, on remontait pas en première page, alors qu'on commençait à avoir un peu d'audience. Et du coup, on se dit bon, We Are Coders, c'est un nom trop générique. On va changer de nom. En écoutant le nom, c'est pas non plus ce que c'est. Alors Comic Strip, on sent tout de suite que ça va être du dessin derrière. Hein. En plus, tu as raison. Hein. Et du coup, bah, ça nous convenait pas. Mais vraiment, c'est parti de la problème de référencement à la base. On remontait pas sur Google. Du coup, on se dit bon, on va s'appeler autrement. Et donc, on s'appelle autrement. On change le logo, on change la signature et tout. On est content, on met ça en ligne. Et là, rien du tout. Rien du tout, toujours pas. Alors que Comic Strip, personne s'appelait Comic Strip, on était les seuls. Et donc je te le donne en mille. Et ben en fait, le serveur était hébergé, le site était hébergé sur un serveur de dev qui avait une règle de no indexing par Google. Donc on pouvait très bien faire ce qu'on voulait. On risquait pas d'être indexé. Donc au final, tout ça pour le bien, parce que je trouve que le nom est meilleur, mais au final, si on avait fait correctement les choses, oui, parce qu'on l'avait laissé sur le serveur de dev de ma boîte en se disant, bah voilà, c'est pas un gros site, on va pas le passer sur l'architecture de prod, et sur le serveur de dev a des en-têtes où il met nos index, nos robots, enfin voilà, tout ça. Et du coup, on pouvait bien se nommer comme on voulait, on serait pas remonté. Et est-ce que cette blague a fait l'objet d'un strip? Eh ben, en réalité, je pense, je suis pas sûr qu'on l'ait mise en scène ça, parce que peut-être que je le dis là, je suis pas sûr de l'assumer en réalité. Donc, voilà. Mais au final, bah, une fois qu'on a constaté ça, on a enlevé ça, et puis du coup, le référencement est arrivé. Même si aujourd'hui, on compte pas sur le référencement, nous. C'est vraiment pas notre source de trafic première. Parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui vont taper blague codeur ou strip webcomic codeur. Oui, non, via les réseaux sociaux. C'est ça, et c'est beaucoup via les réseaux sociaux, via Twitter, Facebook et un peu Google+. Alors c'est marrant Google+, parce que Google+, bon ben, on sait que c'est un petit peu bizarre parce qu'à la fois il n'y a pas grand monde, mais en même temps si, parce qu'on est obligé de s'inscrire via Google, enfin on était. Et en réalité, pour notre public, c'est quand même une source de trafic pas nulle. Et c'est pour ça qu'on laisse toujours le petit +1 en dessous des strips, parce que des fois on se rend compte que ça buzz sur Google+. On a déjà eu des fois, notamment, où des blagues, je me souviens de blagues sur Google. On avait fait une blague qui était marrante. C'était le jour où Chrome, ils ont mis la petite icône
dans l'onglet pour savoir qu'il y a du son. Vous savez, le petit haut-parleur qui permet d'identifier l'onglet qui a du son. Et ce jour-là, c'est quand même. Enfin, c'est vrai que ça a été très utile. Ça, on l'attendait depuis très longtemps, ce genre de pouvoir identifier l'onglet qui fait du bruit dans tes dizaines d'onglets. Et bah, cette strip-là, eh ben, elle a été retweetée par un des développeurs majeurs d'Android chez Google. Et du coup, elle a buzzé chez Google, tellement que sur Google+, il y a eu peut-être 1500 plus 1, ou voire 2000, parce que tout Google l'a fait tourner, en fait. Et c'est marrant, comme ça, quand on fait des thèmes sur des marques, que ce soit sur Facebook, Google, bah souvent ça tourne dans les équipes. C'est les plus concernés qui trouvent ça le plus Ah drôle. ouais, c'est ça, ouais. Et autre anecdote de ce type-là, de temps en temps, on fait des petites dédicaces entre guillemets, pas forcément visibles, mais on met un sticker sur un ordinateur du codeur, on met le sticker d'une boîte qu'on aime bien, ou où on parle d'une techno qui est émergente, d'un mec que j'ai croisé dans une conf sympa, bref. Et 2-3 fois, on a mis le sticker Docker. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est Docker, baleine, sans doute. Pardon ? La baleine. Ouais, la baleine, voilà, Docker, ouais, donc les containers, et donc vraiment de façon anecdotique, parce que simplement, c'est une façon de dire, on aime bien ce que fait Docker, c'était il y a 1 an ou 2, et résultat, en fait, on s'est mis à discuter avec les gens de chez Docker, donc leur équipe marketing, et même après avec Salomon le founder, et du coup, ils nous ont invités cet été, là, on a été à la DockerCon à San Francisco, et on a fait l'ouverture en faisant un petit court métrage de comic strip pour l'ouverture, qui en fait retraçait l'histoire retraçait l'histoire de Docker avec sous le la plume de personnage de comic comic strip. strip. D'accord. Voilà, c'est ça. Et ça, ça c'est cool. Ça a été animé par un studio californien. Nous, on a été invités là-bas, et du coup, tout ça grâce au début en ayant mis les stickers. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, voilà. Donc ça vaut le coup de temps en temps de faire des clins d'œil. Donc s'il y a des gens qui nous regardent et qui veulent m'inviter, y a pas de problème, on vient. D'ailleurs, la semaine prochaine, je serai à Grenoble au Snow Camp pour une keynote sympa. Donc ici, il y a des Grenoblois dans l'audience. N'hésitez pas à vous inscrire au Snow Camp. Voilà. Tout à l'heure, tu nous as parlé de l'évolution du dessin au fil des 4 années de développement de vos planches. Est-ce que aussi vos personnages, dans quelle mesure est-ce que vos personnages ont évolué avec le temps aussi ? Ouais, c'est une bonne question. Il se trouve qu'à la toute base même, en réalité, je m'étais dit, doit-on vraiment faire des personnages récurrents ou se positionner plus comme on va dire un dessin presque un dessin de presse où on va mettre, on va prendre en presque une photo du quotidien à chaque fois avec des personnages qui seraient pas forcément récurrents. Et en fait, en faisant le setup du blog avec Étienne, on s'est dit bon, on va faire des personnages récurrents qui vont, par contre, ne pas avoir de nom. D'ailleurs, les gens qui nous suivent savent bien que le codeur, le sysadmin, le CTO n'ont pas de nom. Juste par leur fonction. Voilà, ils s'appellent par. En fait, vous pouvez regarder les 800 strips. Oui, ils ne s'appellent jamais entre eux parce qu'on a choisi le parti pris de ne pas les nommer parce que voilà, c'est une façon vraiment d'imager la profession plutôt que une personne en particulier. Donc au final, ils n'ont pas de nom. Par contre, ils ont, mis à part qu'ils n'aient pas de nom, et leur nom c'est codeur, c'est sysadmin, on pourrait dire, mais du coup ils ont une vraie personnalité. Et qu'on n'a pas mis à part dans le blog quelque part, mais je me dis que d'ailleurs c'est quelque chose qu'on va sans doute faire à un moment donné. Ce serait sympa pour les lecteurs de savoir nous qu'est-ce qui nous guide, même si les gens qui nous suivent depuis longtemps savent bien identifier voilà, leur caractère. Mais voilà, le codeur c'est le codeur, j'allais dire presque pas de base, vraiment c'est le codeur alpha, celui qui représente tout le monde, que tout le monde a été à une époque, pas trop bon, pas trop mauvais, c'est pas une star, c'est pas un loser, c'est vraiment, des fois il galère, des fois il a des coups de génie, et il a pas une techno de prédilection, et on peut dire qu'il est polyglotte, il peut très bien faire du PHP, alors il y en a qui aiment pas ça, voilà, il y en a il peut faire du Java, il peut faire, voilà, il est polyglotte, mais il représente tout le monde. Le sysadmin, par contre, il est un petit peu plus développé dans le sens où, c'est le sysadmin qui a des convictions fortes, qui
qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui a tendance à vanner plus facilement, et notamment les codeurs et surtout les non-geeks. Il aime moins les non-geeks, il les tolère moins, mais en même temps, voilà, lui pour le coup, il est compétent, il connaît bien son métier, voilà. Et on a le CTO qui lui voilà, représente le mec simple mais excellent. Voilà, on a tous connu ça dans des boîtes, il y a des mecs, t'as l'impression qu'ils ont réponse à tout. Voilà, ils savent tout. Même en soi, tu sais qu'ils n'ont pas tout vu dans leur vie, mais ils ont réponse à tout. Et donc souvent, c'est des gens qui arrivent à une position de lead tech, de CTO, et donc qui sont peut-être, nous on le fait pas forcément le plus marrant, mais vraiment qui va représenter la compétence, quoi, vraiment le meilleur. Et le dernier personnage qu'on utilise aussi régulièrement, c'est le chef de projet qui pour le coup est caricatural chez nous, un peu noob quand même, donc pas très techos, et qui va représenter souvent le noob, quoi, la personne qui s'y connaît moins. Donc ces personnages sont quand même assez, vraiment maintenant ils sont définis, hein, et on a fait des petites fiches pour un petit peu les cadrer, mais c'est plutôt l'histoire qui a fait qui sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce qui les définit, c'est leurs anecdotes passées et pas tant une fiche à la base. Et Voilà. ils ont pas été prévus dès le début, c'est au fur et à mesure vous en avez eu besoin que vous les avez créés ou... On a quand même créé, si tu regardes dans les premières strips, si on avait créé on va dire ces espèces de personas, si je peux dire, mais leur caractère s'est affirmé au fur et à Ouais, mesure, parce forcément, que ouais. voilà, c'est en jouant quelque part, en jouant, en interprétant la personne qu'on découvre. Et c'est clair que le sysadmin, toujours avec un beignet, toujours en train de grignoter quelque chose, un peu gros, barbu, bon, il s'est imposé un peu bourru et voilà. Dans sa cave, voilà, un peu caricatural aussi, c'est sûr, mais tellement vrai. J'en croise parfois qui me font vraiment penser à lui. Donc, donc voilà, et on a quand même quelques personnages satellites qu'on peut reconnaître de temps en temps, qui est donc le designer. Donc on a fait un personnage designer, un directeur artistique, hein, voilà, lunettes rondes, presque chauve, voilà, stylé quoi, urbain. Et on a aussi une front-end développeuse qui a été créée un peu en réaction, mais pas forcément que ça, mais de reproches faits au fait qu'il n'y avait pas assez de filles dans le blog. Et du coup, on a fait une front-end développeuse. Alors évidemment, on me dira, ah, bah t'as fait une front-end développeuse pour filles et tout, t'aurais bien pu faire une fille qui fait du bash, une vraie... Voilà, non, bah front-end développeuse, c'est tout aussi bien. Bref, elle intervient de temps en temps aussi. Je sais pas souvenir, Voilà. faudra que je relise quelques trucs. Ouais, tout à fait. Voilà, et donc, bon voilà les personnages qu'on fait vivre dans le blog. Ok. Si j'avais une question sur la BD que vous aviez sortie. Yes. Alors je sais plus si c'était l'année dernière, en 2014, c'est ça que vous l'avez sorti? Non, en fait, c'était en 2013 en En crowdfunding 2013 sur encore. Ulule. Ouais, Et du coup, déjà 2 ans, ouais. vous allez remettre des nouveaux strips dans un nouveau tome prochainement ou c'est... Tout à fait. Alors, tu fais bien de poser de poser la question. Alors, en fait, donc, je peux en dire 2 mots là-dessus. C'était sympa, une expérience très sympa. Le crowdfunding pour les éditeurs, pour les créateurs comme nous, là. Eh bien, en 2013, on a lancé ça en septembre. On s'est rendu compte, bah, nous, on savait pas trop ce que ça allait donner, hein. Ça faisait 1 an et demi à peine que le blog existait. On s'est dit, bah, tiens, on va le faire. On va lancer ça, on va demander 3000 € et puis on imprimera quelques bouquins pour les fans, les premiers lecteurs et tout le monde sera content. Donc la bonne nouvelle c'est on n'a pas récupéré 3000 mais 20 000 €. Donc pour nous c'était vraiment déjà un succès. très bel objectif. Hein. C'est vrai que 20 000 € pour un éditeur de BD en France c'est pas si mal. Enfin vraiment en termes de crowdfunding c'est déjà pas mal. Mm. Donc on était content, on avait vendu 600 livres, donc auto-édition bien sûr. On a fait la mise en page. Avec l'aide quand même d'une freelance qui m'a filé un coup de main, donc c'est moi qui ai fait la mise en page. Voilà, on a pris un imprimeur qui s'appelle Paulina, qui est le plus grand imprimeur de BD français. Alors c'est marrant, ils sont dans l'Ouest et ils impriment pas mal de choses, hein, donc je pense notamment Astérix ou d'autres trucs comme ça de cet ordre-là. Donc vraiment c'est un gros éditeur un gros imprimeur de BD français et du coup bah, on était un petit volume pour eux hein, parce on a imprimé pas voilà 1500 en fait mais on a quand même ils ont accepté et ça s'est bien passé mis à part
bon, ça a été un peu juste sur le timing, et il y a certains livres où il y a eu un peu de maculage, c'est-à-dire que l'encre n'était pas tout à fait sèche. Mais comme on voulait l'envoyer avant Noël, bon, on s'est dit tant pis. Il y a certaines pages où il y a un peu de noir qui a bavé, c'était pas très très grave. Mais du coup, on a pu envoyer ça à Noël 2013 et les gens l'ont reçu. Donc là, on était contents, mais on l'avait fait qu'en français. En 2015, on voulait le refaire, mais on voulait le faire en anglais et en français. Et du coup, ça demandait un peu plus de travail, et c'est pour ça qu'on est encore en train de le préparer. On s'est dit que soit on le fait pour Noël 2015, du coup c'était trop juste pour nous, et du coup là ce sera plutôt, alors je peux pas vraiment encore dire de date parce que c'est pas défini, mais en tout cas j'aimerais qu'on le fasse au premier semestre 2016. Et donc là par contre français et anglais, et donc avec une autre paire de manches qui est l'envoi international, parce que et je finis sur ce point-là qui quand même qui peut paraître anecdotique, mais qui l'est pas tant que ça. C'est les frais d'envoi pour des petites structures comme voilà comme nous là, bah c'est majeur, hein. C'est vrai qu'un livre envoyé on va dire en colis, bah ça va être 6-7 euros. Et bah voilà, c'est sûr que les gens qui sont habitués à Amazon Premium, où où les envois sont gratuits, bah voilà. Mais aujourd'hui, mais c'est pas, on va dire sur la France, c'est pas non plus un problème, mais par contre sur l'étranger, voilà, c'est encore un sujet, parce que on peut pas faire payer 15 euros de frais d'envoi à un Américain pour un livre, quoi. Donc on est encore en train de chercher ça pour trouver la meilleure solution. Mais sinon voilà, il y aura ce recueil 2015-2016 avec des strips inédites et d'autres idées. Donc ça, vous verrez ça sur la campagne de crowdfunding qu'on lancera à ce moment-là. Et juste une dernière question par rapport à ça, en fait, c'est sur la commercialisation. Au départ, du coup, on les trouvait sur votre site et sur Amazon. Aujourd'hui, le livre, on le trouve plus que chez vous. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça ou pas? Alors en fait, il est toujours référencé chez Amazon, mais Amazon n'ont pas de stock pour une raison toute bête, c'est que nous, pour chaque livre Amazon, on va perdre de l'argent. Alors encore une fois, c'est partie du volume qu'est Amazon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Amazon, pour gagner de l'argent, il faudrait que... Enfin, je parle si je le fais stocker chez Amazon, hein, j'entends bien. Parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas fait là, c'est envoyer, et ce qu'on devrait faire d'ailleurs, c'est un bon rappel, on devrait le faire, c'est acheter sur Amazon mais envoyer par nous comme Eatstrip. Non, par contre, si on veut le faire stocker dans les entrepôts d'Amazon, vu le volume qu'on est, nous, très, très faible, et bien en fait, bah voilà, un bouquin à 19 euros qui est le nôtre, donc 18 euros hors taxe, 5% de TVA, Amazon prend 9 euros, prend la moitié. Donc il nous resterait 9 euros. Vaut mieux se mettre en revendeur, hein. Voilà, c'est ça, faut le mettre en revendeur, parce que sinon Amazon se prend la moitié, 9 euros. Donc nous, sachant qu'il faut l'envoyer à Amazon pratiquement au livre par livre, parce que si tu leur dis je vais vous envoyer 50, ils vont dire non. Non, vous nous envoyez quand vous demandez. C'est eux qui décident combien on leur envoie. Donc là, actuellement, ils m'en demandent un par un. Donc ça veut dire que je dois en envoyer un, donc ça me coûte 6 euros de frais d'envoi. Plus le prix d'impression, les 9 euros, ils sont déjà dépassés depuis longtemps. Donc dès que je fais une vente sur Amazon, en fait, ça me coûte de l'argent. Donc c'est pour ça que je le fais pas dans l'état. Par contre, effectivement, vous avez raison qu'il faudrait que je refasse le système de revente, c'est-à-dire que envoyé par Comistrip, pour avoir au moins ce biais-là, tout en se disant qu'aujourd'hui, bon, on a notre shop qui marche bien, on vend toujours des livres toutes les semaines, on en vend toujours. C'est Étienne qui s'occupe de ça, qui a le stock, c'est bien fait, c'est fait par nous, c'est bien emballé. Et, bah, c'est sûr qu'au final, faut s'inscrire sur notre site, mais au minima, bah, enfin voilà, nous on gagne un petit peu plus d'argent, c'est une petite opération comme Eatstrip, ça finance. Ça contribue à financer Étienne qui passe évidemment pratiquement tout son temps sur le blog. Donc voilà. Et puis je pense qu'un bon nombre des gens qui vont acheter le livre, outre le fait que c'est un livre qui va leur plaire, ils savent que vous êtes un petit blog, une petite structure, et qu'ils seront très ravis de vous aider, donc de le commander sur Amazon ou de le commander sur votre site, tant qu'à faire, autant le faire sur votre site, quoi. C'est ça, ouais, ça fait une petite marge en plus. Après, je peux comprendre vraiment, et moi, faut être réaliste, hein, on en vendrait un certain nombre sur Amazon, parce que je comprends qu'il y ait des gens qui n'aient pas envie de s'inscrire, ne serait-ce que par flemme, il n'y a aucun souci. Mais en l'état, c'est vrai qu'on n'a pas encore fait on n'a pas fait
ce qu'il faudrait faire là, mais voilà, t'as raison aussi que clairement, dans tous les cas, même le e-commerce en soi pour notre blog, c'est une source de revenus, ok, mais c'est pas non plus une source de revenus qui va permettre de gagner des millions, hein. C'est clair que ça, au final, avec tous les frais qu'il peut y avoir, c'est quelques euros par item, voilà, bon bah c'est bien, ça permet au moins de diversifier les sources de revenus et d'essayer de vivre du blog, en tout cas pour Étienne. Alors il y a des gens qui nous ont posé des questions sur le stream, mais je crois qu'ils sont arrivés un peu en retard. Parce qu'ils D'accord. demandent pourquoi un seul comic strip par jour et combien faut-il de temps pour en concevoir un. Donc au final on a Ouais. déjà répondu aux deux. Que ça Bah, prenait beaucoup de temps, enfin beaucoup de temps. Oui, au final, ça prenait une journée. Non mais cela faire un dit, strip. à la question pourquoi une seule par jour, ça c'est quand même une question parce qu'évidemment on y réfléchit. Alors parce qu'on pourrait quand même en faire 2 voire 3 par jour. Je pense qu'on pourrait faire ça. Techniquement parlant, ouais. Pardon? Techniquement parlant. Ouais, on pourrait presque. Il y a des formats, on pourrait essayer d'industrialiser un petit peu plus. Il y a des choses qu'on pourrait faire, voire même recruter un autre illustrateur, hein. Enfin, on peut imaginer plein de choses. Mais en fait, vraiment en termes de contenu, je trouve que le rendez-vous quotidien, il est quand même bien. C'est-à-dire que, Je pense qu'il est déjà au-dessus de beaucoup d'autres Ouais. webcomics sur le net qui seraient plutôt Ouais. tous les 3-4 jours, voire même toutes les semaines. C'est ça, ouais. Mais n'empêche, je trouve que le rendez-vous quotidien, il est bien. C'est-à-dire que vraiment, les gens, ça rentre dans la routine des gens. Il y a des gens qui vont le regarder à 19h, 20h le soir, Exactement, avant de se bah, barrer. Et donc, qui le découvrent le matin en arrivant au taf. Il y en a qui le voient le midi, qui l'envoient aux collègues le midi. Donc, il y a quand même ça rentre dans la routine des gens. Et ça, si on en mettait 2 par jour, ça changerait rien, en fait. C'est-à-dire que les gens viendraient pas plus, en fait. Ils Ils viendraient les deux qu'une au fois même par jour. moment. Ouais, voilà. Alors que si on en postait qu'un par semaine, c'est clair qu'on aurait beaucoup moins de visites. Alors que là, l'aspect quotidien fait revenir les gens. Et donc après, c'est sûr que il y a quand même aussi une limitation même d'idées à un moment. C'est vrai qu'on se posait la question d'élargir un petit peu des fois le champ de ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a une audience de codeurs, une audience de développeurs, une vraie audience de cette niche, hein, en réalité, hein. On s'est demandé si on pouvait pas faire un peu plus large, voilà. Aujourd'hui, non, on va rester focus sur les codeurs et les développeurs parce qu'on estime que c'est notre cœur de cible, c'est ce qu'on sait faire, et à la rigueur, ce que je vais plutôt faire dans le futur, c'est développer des services pour les codeurs autour de Comic Street, mais pas forcément développer on va dire l'audience horizontalement vers par exemple d'autres métiers ou même plus généralistes. Rarement de temps en temps on fait des strips qui sont vraiment très généralistes, pas du tout codeurs, ça arrive, hein, mais c'est toujours dans le milieu tech de toute façon. Même quand on rebondit sur l'actu de Twitter ou de Facebook ou que sais-je. Voilà, et puis là, quand c'est pas du coding, c'est de l'actu. c'est de l'actu tech, quoi, au moins, ouais, c'est ça. Faut que ce soit dans l'univers des codeurs et des développeurs, quoi. Voilà, et puis donc, en un instant, je redis que voilà, c'est une demi-heure, 1 heure de brainstorm, 4, 5, 6 heures, 7 heures des fois de dessin, et ensuite une demi-heure de mise en page, traduction, mise en ligne, post sur les réseaux sociaux, retour aux commentaires rapides, et voilà. Et rien que ça prend déjà pas mal de temps. Et au bout de 4 ans, comment est-ce que vous faites pour continuer à avoir des nouveaux sujets, pour toujours avoir l'envie de produire ces BD ces pages au quotidien? Alors ouais, c'est une bonne question. Alors comme je disais, il y a un aspect où on retraite sur certains thèmes, et moi je m'étais dit, tiens c'est marrant, je pense que quand j'aurais fait 20, 30, 50, 100 idées, à un moment donné ça va se tarir. Mais en réalité, ça me fait penser même à XKCD ou à The Hot Mill, qui sont des blogs, des webcomics que vous connaissez sans doute, qui sont là depuis des fois certains, sans même parler d'autres. Enfin, vraiment, il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, hein, qui font des webcomics depuis 20 ans. En fait, déjà, les thèmes, ils sont vraiment. Ça, c'est pas un problème. Il y aura toujours de quoi faire. Déjà parce que le code et l'ingénierie, c'est un métier qui se développe tout le temps. Là, on est vraiment. Il faut quand même comprendre qu'on est quand même peut-être le métier le plus dynamique au monde actuellement dans l'ingénierie.
Pardon? qui change en permanence. Ouais, On fait jamais les vraiment, mêmes genre, choses. c'est extrêmement dynamique. Vraiment, c'est remarquable et c'est difficile d'ailleurs pour les gens de suivre, de se dire bah tiens, je vais investir sur tel techno, je vais, euh, je vais choisir ça, je vais tester ce framework. Mais non, il y en a tous les jours des nouvelles choses sur GitHub, sur Stack Overflow. Il y a tellement de contenu. C'est vraiment l'industrie presque la plus dynamique aujourd'hui. Enfin, même si je prends dans son ensemble, même l'IT en général, c'est clairement l'industrie la plus dynamique qui recrute le plus. Donc, je peux vous dire que c'est clair que dans les 20-30 prochaines années, il y aura de quoi parler des codeurs. Quand on pense à très long terme, il y a un de mes associés des fois qui me dit, mais tu sais que peut-être dans 30 ans, les codeurs, il n'y en aura plus besoin. Et ce sera tout automatisé par intelligence artificielle. Je fais ouais. En attendant, Voilà, en attendant, on est là. il y a le temps. Ouais, il y a le temps. Mais c'est vrai que peut-être qu'un jour, les codes s'écriront tout seuls entre guillemets. Et donc, mais en attendant, voilà, nous, d'une part, sur ta question de l'inspiration et des idées, je me dis qu'il y aura toujours de quoi faire. Voilà, à retraiter des sujets. Et même si pourtant, je me dis ah oui, ce sujet-là, je l'ai traité il y a 8 ans. Admettons, je le retraiterai d'une autre façon à ce moment-là. Et là, j'en suis arrivé à un point où il y a quand même des fois où je pense pas avoir traité un sujet, j'écris la blague et en fait je me rends compte que je l'ai déjà écrite il y a 2 ans, 3 ans. Et là tu te dis ouais bon ça commence à avoir du contenu. Et sur l'aspect plaisir et sur l'aspect envie, ce qui est sûr c'est que euh, c'est sympa quand même de tous les jours s'astreindre à un exercice créatif. C'est vraiment, comme vous le savez, on dit souvent, dans la contrainte naît la créativité. Et c'est vrai que voilà, s'imposer tous les jours un exercice créatif en disant bah tiens il me faut une idée, une vanne, machin. Forcément, c'est presque c'est comme ceux qui s'astreignent à courir 1 heure tous les 2 jours. Voilà, c'est presque une exercice, hygiène hein. de vie. Mm. Voilà, c'est un exercice intellectuel que j'apprécie, qui m'oblige voilà, nous remettre en question, à trouver. Et donc, voilà, c'est ce que j'aime bien. Et ça, ce qui est sûr, c'est que j'aurais bien, peut-être, on le fera pas toute notre vie à ce rythme-là, mais j'apprécie le fait qu'on a une communauté, il y a des gens qui nous aiment bien, qui nous suivent. Aujourd'hui, je me sens aussi redevable quelque part de leur dire, voilà. Vous êtes là, ils attendent aussi la strip. C'est comme faire confiance à tel journal ou à tel magazine. Voilà, on est des abonnés, on est des gens qui suivent. Bon on le fait ensemble. Donc voilà. Et comme je disais, ça me donne aussi des idées pour développer les services dans le futur sur ce qu'on pourrait faire avec cette communauté de codeurs. Voilà. Donc en tous les cas, on va continuer comme ça en essayant de se diversifier peut-être à un moment donné, mais en tous les cas, pour le moment, on reste sur notre cœur de métier qui est le webcomic pour codeurs. Donc pour le moment, pas de gamer ou d'actualité plus YouTube, j'ai envie de dire, ce genre de choses, hein. En fait, c'est sûr quand l'État, on a des idées et ce qui va manquer à un moment donné, c'est surtout le temps et puis peut-être l'argent à un moment donné, mais l'argent on peut toujours trouver quand on a un projet qu'on veut le financer, ça se trouve. Mais aujourd'hui, c'est vrai que pour moi, à côté de ça, je travaille dans mon agence web. Évidemment, c'est aussi important que si je ne faisais plus que du comic strip tout d'un coup, de fait, j'aurais peut-être moins de choses à dire parce que je serais plus dans les projets. Donc, il faut que je garde cet équilibre parce que voilà, je continue à faire des Ça projets pourrait tous les éventuellement jours. aussi gâcher l'envie. Parce Ouais, c'est qu'actuellement, ça. Ouais, ça te fait plaisir si tu fais Mm. peut-être ça de manière plus régulière, plus forte, tu vas peut-être perdre l'envie au fur et à mesure. Ouais, dans tous les cas, c'est sûr que faire juste des strips, on va dire, ça peut pas être un travail à plein temps juste de les écrire, mais par contre, comme je disais, j'aimerais bien développer peut-être d'autres choses pour les codeurs parce que c'est maintenant une population qu'on connaît bien, qu'on aime bien, voilà. Vous pouvez imaginer comme depuis 800 strips, je fais que scruter les retours, les commentaires, les avis de notre public et de me rendre compte à quel point, sans faire de grosses généralités, mais au final, c'est vraiment des gens que je connais, enfin voilà, dont je fais partie, mais donc Mhm. j'ai appris à connaître, sur 800 strips, on pourrait presque faire des stats sur les thèmes qui marchent, les thèmes qui marchent pas, les vannes voilà, qui fonctionnent, vraiment. Donc j'ai appris à connaître ce public et du coup, dans tous les cas, d'une part, je suis convaincu que c'est une population qui va ne faire que se développer
Voilà, aujourd'hui, ouais, pour nos enfants, moi je dis, si tu veux du travail, si tu veux des opportunités, bah ouais, fais de l'ingénierie logicielle, fais de l'informatique, parce que c'est clair qu'il y a des débouchés. Aujourd'hui, dans le monde, on manque de codeurs, tout simplement, on en manque dans tous les pays du monde. Et c'est vraiment incroyable, cette pénurie de codeurs, de bons codeurs, c'est partout, partout, partout. Donc c'est d'une part pour ça, moi je trouve que c'est vraiment un milieu encore une fois très dynamique que j'aime bien. Et puis moi c'est mon métier quand même, donc j'aime bien forcément quand même le faire. Voilà. Tout à l'heure, tu as parlé du fait que vous traduisez vos planches en anglais. Et Ouais. est-ce que il y a quand même il y a des différences culturelles entre les anglo-saxons et nous. Est-ce que dans quel et par exemple, moi j'ai des souvenirs quand j'avais fait des stages aux États-Unis ou en Angleterre, et les mecs qui racontaient des blagues, et franchement, il y avait les Anglais qui se marraient d'un côté, puis il y avait les Français, on comprenait pas les trucs, tu vois, il y avait quand même des différences, des références culturelles qui étaient assez différentes. Ouais, Et t'as la raison, ouais. question, c'est dans quelle mesure est-ce que du coup le fait d'avoir un public qui soit international, qui soit en anglais, comment est-ce que ça vous impacte sur la conception de vos planches? Ouais, t'as raison, hein, alors déjà ça nous empêche de faire toutes sortes de planches avec des jeux de mots, parce que la plupart des jeux de mots ne sont pas traduisibles. Et pourtant, on en aurait hein, des petits jeux de mots sympas. J'en ai des listes entières. Mais le problème, c'est que la plupart des jeux de mots ne vont pas aller. Donc, des fois, on les restreint au titre de la strip ou à la phrase d'accroche. Voilà. Mais c'est pas l'objet de la blague. Voilà. Ça, c'est la première limitation. Ensuite, évidemment, une autre limitation, c'est l'actualité. On est obligé de traiter d'actualité qui soit quand même de niveau mondial, parce que si on fait une actualité franco-française, voilà, elle trouvera aucun écho dans notre public anglophone, sachant que vraiment aujourd'hui, on se considère comme un média international, parce que là, je dis bon, on a entre 35-40% de visiteurs français. Mais le reste, c'est vraiment le reste du monde, avec bien sûr beaucoup d'Européens, UK, Allemagne, même Europe de l'Est, et beaucoup d'US. Voilà, peut-être 12 ou 15% des visiteurs sont américains. Mais après, il y a aussi beaucoup l'Inde où il y a beaucoup de codeurs, comme vous le savez, en Inde. Toute l'Asie du Sud-Est aussi, on a un certain nombre de visites, puis l'Australie. Bref, au final, c'est vraiment bien réparti. Du coup, on est obligé d'avoir des news de partout. Et donc, et même du coup, les vannes. Alors, c'est sûr que de fait, je suis français, Étienne est français. Il y a des vannes qui sont par essence plutôt francophones, dans le sens où elles font appel peut-être à, de l'humour français, quoi. Genre, je sais pas comment on peut définir ça, mais par exemple, les Monty Python, c'est de l'humour anglais. Il y a une autre sorte d'humour. Même si on le traduit, on comprend que c'est une autre sorte d'humour, les Monty Python, par rapport à Simpson, qui est plutôt américain, ou South Park qui est américain. Donc on sent des différences de culture, sans doute, et je suis persuadé que pour des Américains, ils voient bien que c'est pas le même humour que The Oatmeal ou XKCD. Mais du coup, ça a l'air de quand même de bien se passer. Et nous, ce qu'on fait avec notre traducteur, qui est du coup pour le coup un anglais, donc pas un américain mais un anglais, notre traducteur lui essaie, dans la mesure du possible, d'adopter vraiment un anglais et de traduire de façon la plus internationale possible, pour essayer s'il y a vraiment des choses qui sonnent un peu trop référence à la France, ben voilà, que ça se gomme un peu. Parce qu'effectivement, nous, on a nos propres références. On peut avoir des films qui nous ont fait marrer, comme, je sais pas, Le Dîner de con ou même Les Visiteurs. Enfin, voilà, c'est des choses qui m'ont un peu fait marrer dans mon enfance. Bon, bah aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut on peut avoir envie de s'inspirer de ça, mais il faut le faire avec attention, parce qu'il faut pas que ça se ressente trop. Ouais. Et la traduction existe depuis le début sur la BD? Ouais, tout à fait, ouais, depuis le début. À la base, c'était fait par Jérémy, un de mes collègues, et du coup, il est parti faire autre chose. Et du coup, là, maintenant, on fait avec Marc Nightingale, qui est un franco-anglais, un chef de projet codeur franco-anglais, qui connaît très bien tous les sujets et qui a même été traducteur avant. Donc, ouais, c'était exactement ce qu'il nous fallait. Donc, voilà, tous les soirs à 18h30, on se donne rendez-vous et on traduit. Et à vrai dire, l'autre expérience que je voudrais faire à ce titre-là, et là c'est vraiment très différent, c'est la traduction en chinois.
parce que voilà, je connais un petit peu la Chine de par mon travail. Alors évidemment, c'est encore plus différent parce que faire marrer les Chinois avec des vannes franco-anglaises, c'est différent. C'est pas évident, mais je pense que je vais tester à l'occasion vraiment de le traduire en chinois parce que les Chinois sont pas du tout anglophones. Et donc c'est un marché, aujourd'hui on n'a pas de visite de la Chine comme Strip, et pourtant il y a quand même un écosystème digital extrêmement développé. Alors je dépasse l'aspect, effectivement c'est une dictature, il y a un aspect très fermé avec le grand firewall, on n'aime pas trop ça nous les codeurs, c'est clair il n'y a pas Facebook ni Twitter là-bas, ils ont leur propre application comme WeChat ou Sina Weibo, bref. Mais ça me ferait marrer d'essayer de toucher un petit peu cette population de codeurs qui parlent que chinois. Donc on verra, ça fait partie des autres petits projets que j'ai en tête. Ça plairait grandement à un de mes collègues. Ah, voilà, tu verras. Mais du coup, il faudra que je demande à un traducteur de se retaper les 800 strips à traduire. Et il y a vraiment des fois où, genre, si je fais une vanne sur Twitter, alors là, ça va faire un flop, quoi. Parce que eux, ils sont pas prêts de l'avoir. Mais bon. Voilà. Mais donc, la traduction, on le fait bien. Et puis aujourd'hui, même, il y a des gens qui voulaient le traduire en espagnol ou dans d'autres langues. On n'a pas poussé ça à fond. Parce qu'un peu en mode 9gag ou Reddit, on sait très bien que les codeurs, même italiens Dans tous les cas, ils parlent anglais. Ouais, ils parlent anglais, quoi. Ils comprennent les vannes, donc ça va, quoi. Exactement, On va pas trop se prendre la tête. On va le laisser en anglais, quoi. C'est ça. Voilà. Le langage, le langage qu'il faut pour pouvoir lire les comic strips en anglais est à peu près le même que ce qu'il faut pour aller lire une doc sur Stack Overflow ou un truc comme ça. Donc, Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu les mêmes éléments de langage. Donc c'est clair qu'on va pas trop s'embêter à les traduire, ça. Et ouais. Est-ce que tu as des questions qui sont arrivées sur internet? Alors, tac, que je reprenne ce truc. Alors, de quand date la rupture du style des dessins des strips? Je comprends pas bien la question. Mais en fait, je pense qu'il parle de l'évolution des dessins, mais du coup, c'est sur toute une. Enfin, c'est sur toute la vie de la BD, il n'y a pas vraiment de rupture. Ouais, c'est tout à fait ça, il n'y a pas vraiment de rupture. Hein. Donc s'il y en a qui se pose la question sur comment... alors peut-être certains très très précis, très attentifs auraient peut-être pu identifier des petits changements en fonction du matériel d'Étienne. Il y a quand même eu un moment donné où Étienne est passé du dessin papier au dessin purement digital. C'est intéressant ça. C'est arrivé en fait il y a quelques mois. Etienne, c'est quand même un artiste, comme je disais, très très hétéroclite. Il fait plein de choses, mais voilà, historiquement, il fait beaucoup de dessins sur papier, de la peinture aussi, il en a fait. Donc, il a toujours dessiné sur papier. Et donc, ce qui se passait à chaque fois, c'était le dessin au crayon, scan, vectorisation, Illustrator et compagnie, et mise en couleur, par contre, sur ordinateur. On ne faisait pas la mise en couleur avec des crayons ou de la peinture. Non, mais du coup, en fait, récemment, enfin il y a quelques mois, on s'est dit, on va tenter la Cintiq, donc la Wacom Cintiq, qui est la principale tablette qui permet de dessiner directement sur l'écran. Donc il y a des tablettes graphiques où on peut dessiner, on dessine pas sur l'écran, on dessine sur une tablette et on regarde en même temps en face son écran, c'est pas pareil. Là maintenant, l'écran. Voilà, la tablette liée à l'écran. Et ça, du coup, il y a quelques mois, mais pour moi, il n'y a pas eu du coup de gros changements de dessin. Là, vraiment, le changement qu'il y a eu, c'est que ça nous a fait gagner un petit peu de temps. Voilà. Et du coup, ça nous permet de gagner du temps sur la partie vectorisation et scannage, mais au final, le dessin n'a pas vraiment changé. Voilà. Est-ce que vous auriez des idées comment ça s'appelle, de redessiner les anciens strips? Ou pas du tout, vous préférez laisser ça comme du legacy code? Ouais. On pourrait, effectivement, le faire. Etienne, de temps en temps, voudrait le faire. Bah, du coup, c'est vraiment le temps qui va nous manquer actuellement et se dire que pour le moment, moi j'aime bien quand même que c'est authentique, quoi. C'est là, voilà, on voit l'histoire du blog. Quelqu'un qui aujourd'hui découvre le blog, découvre aussi ça. Et comme vous, si vous regardez le premier épisode des Simpsons, oui, vous verrez une vraie différence. Où le premier Mickey ou le premier Donald n'ont rien à voir pratiquement. Même le Tintin, il est quand même un petit peu différent. Donc je trouve ça sympa quand même de garder cette évolution. Même si aujourd'hui, je pense que
le dessin est quand même bien fixe. Étienne, il dit souvent qu'il fait l'analogie avec une langue. C'est comme apprendre une langue, en fait, apprendre un style. Et donc, au début, voilà, t'apprends tu dessines ton personnage, tu t'apprends à le manipuler et tout, et puis au bout d'un moment, bah, t'es parfaitement fluent, tu le maîtrises parfaitement, et du coup, là, ça se stabilise. Voilà. Donc là, il a trouvé son style, et là, il est parti pour 20 ans. Voilà. Exactement. Moi, j'ai plus d'autres questions, moi. D'accord. Non, sur le chat là, si vous avez des questions, je vous invite à les poser juste en dessous de la vidéo. Et bah du coup, j'en profite pour Vas-y. redire aussi ce qui est sympa là, c'est que on a donc développé le site avec voilà une audience qui s'est bien développée, et du coup je voulais développer plus que le webcomic, hein. Et du coup depuis l'année dernière j'ai mis en place aussi une keynote, justement j'en parlais parce que je la fais la semaine prochaine à Grenoble, mais je la fais aussi à Rennes au Camp. Et je l'ai fait cette année, en 2015, je l'ai fait à Lyon, à Nice et même à Nantes, au DevFest. Du coup, une keynote sur le code expliqué à ma mère, qui en fait reprend, on va dire, transforme un peu l'idée du blog en un keynote, voilà, en prenant les meilleures vannes et même d'autres vannes inédites. Et donc ça, c'est un truc qui a bien marché aussi. Et c'est notre façon, voilà, de tirer profit de cette connaissance des gens, parce qu'au final vraiment vous pouvez imaginer, si je prends sur les 800 strips, les 20 strips les plus likés, les plus partagés, bah j'ai déjà du contenu voilà pour faire ce mini spectacle. Donc si encore une fois il y en a qui sont à Grenoble la semaine prochaine ou d'autres qui sont à Rennes, je crois que c'est en mars-avril, hein, le Camp, donc c'est des conférences de codeurs, hein, donc on pourra se retrouver là-bas, n'hésitez pas. Et d'ailleurs Étienne sera là aussi pour faire des petits dessins ou des dédicaces. Donc n'hésitez pas. Et je suis aussi, on va sans doute être à Paris à un moment donné, mais donc je recommuniquerai à ce moment-là. C'est encore en discussion dans une ou deux de confs parisiennes. Mais donc voilà, ça c'est sympa aussi. Et à côté de ça, ouais, t'as peut-être des questions ou pas d'autres? Moi j'en avais une là. Est-ce que ces keynotes, il y aurait des replays par exemple? Alors par contre, je t'entends plus du tout là. J'ai Est-ce l'impression que ton que micro. il y a des replays des Non, je t'entends keynotes? plus là. Allô, allô? Alors, est-ce que moi tu m'entends du coup? Ouais, je t'entends parfaitement. Ok. En fait, la question de Boo, c'était de savoir sur les keynotes que tu fais, du coup, est-ce qu'elles vont être filmées? Est-ce qu'il y aura des replays qui seront disponibles? Ouais, ouais, à vrai dire, les trois que j'ai fait sont dispo déjà. Donc Ah. vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Comic Strip dans YouTube, et vous pouvez prendre celle de Nantes, qui est la dernière, celle du DevFest à Nantes, à l'occasion, où les gens peuvent regarder. Le seul truc dommage, c'est que les rires de la salle ne sont pas inclus parce que j'avais le micro casque, mais les gens ont beaucoup ri. Donc voilà, ça me permet d'ailleurs à chaque fois, bah, ces vidéos sont utiles aussi pour moi pour améliorer le petit spectacle. Et du coup là, je la peaufine encore, et, pour que ce soit de plus en plus drôle. J'enlève ce qui est un peu ce qui fait moins rire. Je rajoute des nouvelles choses et j'affine le jeu. Donc ça, évidemment, c'est pas du tout la même chose que de faire rire sur un blog et de faire rire dans la vraie vie. Mais voilà, c'est quand même sympa. Et puis c'est l'occasion aussi de rencontrer l'équipe. Donc si Étienne ou moi, on vendra aussi des petites affiches et des petits goodies comme d'habitude. Donc voilà. Et non, je t'entends pas du coup, hein. Enfin, tu fais quelque chose de tes Et micros. celui-ci il marche? Ouais, c'est bon. Ouais. Ah, celui-là il marche, magnifique. Bien joué. Attention, t'es en train de contaminer les micros les uns après les autres. Ouais. Ouais, je disais, bah, faudra que je la garde parce que ça m'intéresse beaucoup les replays. Ouais. Alors il y en a un qui demande une extension pour navigateur pour afficher le comic strip du jour, mais j'ai envie de dire une extension qui fait flux RSS, ça suffit amplement. Tout à fait, c'est vrai, effectivement. Ouais, Ouais. enfin bon. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que oui, on a toujours laissé ça plus ou moins disponible parce que bon, moi j'aime pas trop les gens qui font des trucs sur le web et qui se disent et qui s'émeuvent que leur contenu soit piqué à droite à gauche, soit repiqué. Non, c'est la règle du web. Moi, je mets quelque chose en ligne, je sais très bien que ça va partir ouais, dans le monde entier et que ça m'appartient presque plus une fois que c'est en ligne.
Bon, évidemment, il y a quand même des questions de droit d'auteur et autres, on peut se battre sur ce qu'on veut, mais moi, philosophiquement, j'ai vraiment un esprit voilà, de partage, donc c'est pas open source dans le sens où c'est pas gratuit. J'ai pas envie que des gens puissent revendre, ça m'embêterait quand même qu'il y ait des gens qui puissent revendre, gagner de l'argent sur ces dessins, parce que voilà, c'est vraiment pas l'idée que moi et Etienne on a derrière ça. Mais par contre, une fois que c'est en ligne, on sait très bien que ça va partir. Et donc, il y a quelqu'un qui un jour a fait une application iPhone, et il est venu nous voir, il a dit bah si vous voulez on peut travailler ensemble dessus, on a fait super, voilà, et le mec il s'est basé sur le flux RSS, clairement, juste ça, et il a fait l'application iOS qui aujourd'hui est l'application officielle, hein, qui est sur le store, donc c'est un des lecteurs qui l'a fait, aussi bah, lui pour avoir un petit truc dans son portfolio, et puis bah nous bah et il a voulu la faire, donc super. Et il y a plein de gens qui ont essayé même de faire des applications Android, il y en a un certain nombre même d'ailleurs je pense, et il y en a même qui ont essayé de faire des applications Windows, alors les applications Windows ça il y en a aussi, mais qui surtout qui ont essayé de faire des applications Windows payantes. Ça m'a fait marrer le jour où j'ai vu quand même une application Windows payante qui se contentait de reprendre le flux RSS. Donc là, pour le coup, je l'ai quand même reporté à Windows qui l'a fait sauter, à Microsoft, parce que bon, voilà, c'était quand même pas faire. Et alors l'autre anecdote sympa, ouais, celle-ci elle est sympa aussi, c'est qu'un beau jour, on a reçu une demande d'une boîte allemande, d'édition en allemande, qui vient nous dire, tiens, voilà cette strip elle est sympa, je voudrais l'inclure dans un manuel, je sais plus exactement, mais un manuel d'école, quoi, voilà, un livre d'école. Donc est-ce qu'on peut l'utiliser et tout, on peut payer les droits d'auteur et tout. Ouais, super, très bien. Donc ils nous donnent un petit quelque chose, on leur donne la strip en haute définition, très bien, ils l'intègrent. Donc sauf que c'était une strip dans lequel en fait il y avait un petit easter egg que eux n'ont pas vu. En fait, c'est une strip qui relate le fait que quand tu es au travail, tu te fais toujours harceler par Facebook, Twitter, Instagram ou que sais-je, voilà. Et dans le tas des logiciels, on avait mis YouPorn. Bref, donc petite vanne. Et alors on s'est dit, si ça se trouve, ils vont pas le voir, on verra. Et donc, effectivement, dans la liste des logiciels, dans la BD, il y a le logo, il y a le logo YouPorn. On s'est dit, bah ça va se retrouver dans un manuel scolaire, c'est pas très bien, mais bon, tant pis. Et donc, pas de nouvelles. Et un beau jour, il y a un mois, en first page de 9gag, le visuel de ça. Et un Allemand qui dit regardez ce qu'il y a dans mon manuel scolaire, et en première page de 9gag. Donc ça c'était vraiment c'est vraiment drôle parce que ça a fait exactement ce qu'on ça pouvait pas faire mieux quoi, que ce soit en top de 9gag. Les mecs devaient plus savoir où se mettre. Hein. Mais du coup on aurait dû leur dire, mais bon c'était pas non plus un truc pour enfants, c'était pour donc ça va quoi. Mais c'est vrai que pour l'anecdote ça nous a bien fait marrer. Donc voilà, et sans les anecdotes on en aura des tonnes, mais bon je vois qu'il est déjà pratiquement en 18, donc peut-être qu'on va pouvoir conclure. Exactement, c'est ce que j'allais dire, surtout qu'on est venu nous faire signe que ça allait être la fin. C'est ça, sur les côtés il y a des panneaux qui ont défilé, et du coup qu'ils nous ont dit qu'il restait moins de 5 minutes effectivement. Très bien. Ok messieurs, bah du coup, par ailleurs, c'est vrai que dernière chose aussi que je peux raconter, c'est que au final, je disais qu'aujourd'hui on fait le blog, mais c'est pas, voilà, j'ai envie de développer d'autres choses, donc c'est clair que cette année on va essayer de lancer une belle campagne pour le livre, le recueil, parce que par ailleurs, aujourd'hui c'est vraiment une petite opération qui finance surtout Etienne, qui lui permet d'en vivre, et du coup moi ça reste pour moi voilà, un side project que je fais à côté de mon métier de développeur et de production, mais par ailleurs c'est vrai que j'entends aussi peut-être lancer d'autres produits pour les codeurs, notamment un espace où les gens pourraient s'exprimer. Donc j'en dis pas plus pour le moment, mais du coup je pense que je ferai ça cette année. Et une bonne façon de soutenir dans cette démarche aussi sera sympa, effectivement, sera de participer à la levée de fonds. Enfin sur Kickstarter ou Ulule, on verra. Et du coup à ce moment-là ça me permettra de développer d'autres produits, et puis voilà, potentiellement permettre aux gens aussi de s'exprimer avec nous sur le blog, donc des choses sympas, et donc mais ça il y aura sans doute une version bêta privée, donc les gens pourront s'inscrire, mais donc on se donne rendez-vous ça dans quelques mois, une fois que ce sera développé. L'autre idée que je vais essayer de mettre en place bientôt, ce serait un recueil, pas un recueil, mais presque un répertoire des conférences tech et web
de développeurs, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment un endroit où on a la liste exhaustive et de Ouais, qualité effectivement, ouais. des conférences vraiment pour les codeurs. Mm. Donc et par ville, voilà. Et donc ça sera bientôt aussi en ligne sur le blog. Ah bah génial. Voilà. Génial, j'ai hâte de tester ça. Cool. Et Voilà, ben, un messieurs, grand je sais merci pas à si toi ouais, d'avoir cool. répondu à Merci nos questions beaucoup. et d'avoir présenté Commit Strip. Yes. J'ai hâte de suivre les prochains strips que je suis déjà tous les jours. Super. Et puis Au plaisir de se Voilà. recroiser de toute Voilà. façon, hein, ça sera, si à l'occasion, effectivement. on ça va sera rendre avec beaucoup l'antenne de- aux gens qui la réclament. Ok. Ouais, cool. Super, merci messieurs. Bravo pour le Geek Ferry, c'est une belle perf, ça roule pas mal depuis ce matin, donc bien joué. Et du coup, on se revoit sur le web. Voilà. D'accord, pas de problème, merci beaucoup. Passe un bon week-end. Allez, salut Ciao. à tout le monde, Salut. salut les internautes, bye.